Patrick Haddad, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Sarcelles et puis vous êtes aussi auteur de Nos racines fraternelles, Tout à publié fait. chez Philippe Ray. On va en parler, mais commençons par l'actualité avec en effet cet allumage de la première bougie de Hanouka hier à l'Elysée. Est-ce que c'est une erreur du président Macron d'avoir accepté cette cérémonie alors qu'on est à l'Elysée et que la République est laïque? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre parce que j'essaye d'expliquer comment les principes laïques doivent s'appliquer. Donc, allumer des bougies de Hanouka, faire en sorte que la communauté juive puisse le faire dans l'espace public, pas de difficulté. En revanche, à l'intérieur de l'Élysée comme à l'intérieur d'une mairie, et c'est le même sujet pour les crèches de Noël, ça ne devrait pas être possible. Peut-être a-t-il voulu signifier par là sa totale empathie envers la communauté juive en ce moment, ce qui n'avait pas été vraiment remarqué lors de son absence à la manifestation contre l'antisémitisme. Absolument, ça part d'une bonne intention. Il le fait avec Raïm Corsia, à qui je transmets mes amitiés et de très belles fêtes de Hanouka, qui est quelqu'un qui fait parfaitement son rôle de grand rabbin de France. Donc l'intention est bonne, le rapprochement est bon, le lieu n'est pas le bon. Alors le président a rappelé qu'il y aurait une date pour un hommage national rendu aux morts du 7 octobre. C'est important d'avoir ce moment de commémoration et d'hommage ? Oui, je crois, d'autant plus qu'il y a beaucoup de Français. Donc la France doit être là partout où des Français sont tués ou pris en otage. Donc c'est normal que cela soit intégré dans la mémoire nationale. Le président attend, il n'a pas donné de date hier parce qu'on a encore des otages là-bas, des otages français. C'est logique ? Je ne sais pas si c'est logique. En tout cas, il faut qu'il le fasse dans un temps pas trop éloigné parce qu'on ne comprendrait pas. Maintenant, je ne vais pas lui dire quel est le jour exact qui convient, mais il faut le faire. Dans l'actualité, il y a eu aussi cette interview d'Elisabeth Borne s'expliquant sur le sentiment d'insécurité qui pouvait gagner une partie de la France. Cette expression sentiment d'insécurité, quand on est un maire comme vous au cœur des problématiques urbaines parfois difficiles, est-ce que ça chiffonne pas un peu ? Ah, disons que ça existe, mais l'expression est connotée, c'est-à-dire qu'elle donne le sentiment que les politiques ne prennent pas la réelle mesure des choses. Donc je pense qu'il ne faut pas l'employer pour cette raison-là. Lionel Jospin l'avait fait en son temps. Et il l'avait regretté. Il avait regretté, ça lui avait été beaucoup reproché. Donc je pense qu'il faut tenir compte des enseignements du passé, y compris sur les mots à choisir. Donc oui, il y a de l'insécurité, ça existe. Les gens peuvent avoir aussi un sentiment d'insécurité ou de peur, mais renvoyer les gens à un sentiment d'insécurité, ça donne justement le sentiment qu'on ne prend pas réellement au sérieux. On relativise la réalité. Qu'on relativise et qu'on pense que ça n'est qu'un sentiment et que ça n'est pas une réalité. Est-ce que vous attendez de la loi sur l'immigration des facteurs positifs pour faciliter le dialogue entre les communautés immigrées et autochtones ? Je ne sais pas si c'est le but de cette loi. Ils veulent faire une loi, pourquoi pas. Moi, je regrette qu'on parte dans la surenchère la plus à droite possible. Le problème, on parle de laxisme en matière d'immigration, et je pense qu'on ne le qualifie pas bien, parce qu'en réalité, le laxisme en matière d'immigration, c'est de ne pas appliquer déjà les lois actuelles, notamment sur les obligations de quitter le territoire français. 6% au cours de la dernière période uniquement d'OQTF appliqués. Et d'un autre côté, on ne fait plus rien en termes, ou presque, en termes d'intégration, en termes de délivrance de papier. À Sarcelles, on a malheureusement beaucoup de gens qui sont sans papier, qui sont des travailleurs immigrés récents, qui habitent chez des marchands de sommeil, qui participent à l'économie française, dans les chantiers du bâtiment en particulier, dans la restauration, etc. Et tous ces gens-là, on sait qu'ils existent, on profite de leur travail, on leur donne pas de papier, donc ni on régularise, ni on expulse. C'est ça le laxisme en matière d'immigration. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une loi pour ça, mais il y a besoin de s'en occuper très sérieusement. La loi, avec son article sur les fameux métiers en tension, apportera peut-être des solutions. J'espère, mais en tout cas, en l'état déjà actuel du droit, on pourrait régulariser ces personnes, leur donner des papiers, fut-il temporaire. Par exemple, simplement, la stratégie aujourd'hui, c'est le pourrissement administratif. Les gens déposent des dossiers, ils sont jamais traités ou traités avec beaucoup de retard. Comme ça, on dit qu'on n'a pas trop régularisé de gens, donc on passe pour des gens sérieux, le gouvernement. Mais en fait, on laisse dans les villes les plus en difficulté les personnes les plus en difficulté. Tout ça n'est pas très sérieux. Si la loi peut corriger ça, tant mieux. Il faudra surtout bien l'appliquer après. Alors votre livre Nos racines fraternelles raconte comment Sarcelles a été un exemple de cohabitation, de mélange des communautés. Est-ce qu'il y a eu un coup d'arrêt le 7 octobre ? Il y a eu, non pas un coup d'arrêt au modèle sarcellois, parce qu'il est beaucoup plus résilient que cela. En revanche, il y a eu une grande inquiétude, il y a eu un grand froid comme ça qui s'est installé, mais en particulier dans la communauté juive, évidemment, qui vit le conflit de façon très intime, avec beaucoup de proches qui ont pu être tués, qui sont mobilisés sur le front. On a comme ça des témoignages de gens qui nous disent que leur famille est sur place. Donc bien sûr que ça inquiète beaucoup et qu'on a peur des répercussions. Mais pour l'instant, la ville, en tout cas la ville depuis maintenant plus de 2 mois, est restée assez calme. Donc j'y vois là un signe supplémentaire de résilience. Ce calme, ça a amoindri un peu cette peur supplémentaire qui pèse sur la communauté juive depuis le 7 octobre ? Oui, je crois. C'est surtout la
premières semaines qui ont été les plus difficiles, parce que le choc de l'horreur, bien sûr, les actes antisémites qui se multipliaient, et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on voyait que les lieux de vie de la communauté juive étaient particulièrement vides, et qu'aujourd'hui ils se remplissent de nouveau, petit à petit. Mais j'ai l'impression quand même que la vie, peu à peu, reprend son cours normal. Vous avez cette phrase dans votre livre: si une ville comme Sarcelles réussit, la France entière peut réussir. Alors c'est sur toute l'épopée urbaine de votre ville, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui sur cette problématique, vivre en paix malgré ce qui se passe là-bas. Absolument, c'est valable sur tous les sujets, et à chaque épreuve comme ça qui arrive, et celle-ci est particulièrement douloureuse, et on voit les répercussions du Proche-Orient en France et partout dans le monde. Ce que j'explique, c'est que si ça peut tenir à Sarcelles, c'est qu'il existe des remèdes pour nous protéger contre l'importation des conflits, et pour faire en sorte que la cohésion sociale soit toujours possible. Quels sont ces remèdes? C'est les intermédiaires, élus ou dirigeants de communautés, religieux? Pas simplement, c'est un travail collectif. Il faut d'abord avoir un discours. Je le dis dans le livre, le discours est très important. Il est autoréalisateur. Si vous avez des discours de division, les gens vont se diviser. Si vous avez des discours de rassemblement, les gens vont être plutôt dans ce rassemblement aussi. Il faut avoir un discours positif aussi sur l'avenir. Il faut investir dans ce pays, il faut investir en particulier auprès des classes populaires les plus en difficulté. Il faut faire en sorte que on croit de nouveau en l'avenir de la France, que ce soit d'un point de vue économique ou de la capacité tout simplement des citoyens à vivre ensemble en paix. Il faut le valoriser, il faut le dire, il faut le faire. Vous rappelez qu'à l'origine de l'épopée de la communauté juive à Sarcelles, il y a dès 1961 le fait qu'il faut repartir de zéro avec 2 traumatismes à surmonter, la décolonisation et la Shoah. Vous ajouteriez le 7 octobre comme un 3e traumatisme qu'il faudra surmonter? Je pense qu'il est encore tôt pour avoir le recul sur le 7 octobre comme on a pu l'avoir sur la décolonisation ou sur la Shoah. Donc c'est un travail presque d'histoire, et il y a forcément le recul qui nous permettra de le dire. Mais je pense qu'effectivement, à l'échelle de l'histoire d'Israël, mais aussi du peuple juif, le 7 octobre rentrera tristement dans l'histoire. Vous le dites, la communauté constitue un fait social indéniable. Vous défendez cette idée. C'est pas évident en France parce qu'on a toujours peur du communautarisme. Mais vous dites que le communautarisme, il advient quand la communauté se referme sur elle-même et construit un antagonisme vis-à-vis du reste de la société. On n'en est pas là donc à Sarcelles depuis 2 mois. Ah non, pas du tout. Les communautés ne se referment pas. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a cette peur, évidemment, de la communauté juive en particulier, mais pas qu'à Sarcelles. On le voit dans toute la France et on le voit même dans le monde entier. Mais autrement, non, je crois que ce message-là, moi, ça fait 5 ans maintenant que je suis maire. Je l'ai repassé en reparlant justement des racines de la création de la ville, avec comme ça des populations qui sont arrivées du monde entier petit à petit et qui ont appris à se connaître, qu'on a un rapport plus riche à l'altérité, c'est ce que j'explique, et c'est ce qui permet qu'il n'y ait pas, en règle générale, il y a des exceptions, il y a des moments qui sont difficiles, mais je considère que ce sont des moments exceptionnels et que sur le temps long, l'ambiance est positive à Sarcelles, et qu'aujourd'hui encore, là, il y avait un allumage de Hanouka hier soir, il y en aura un samedi soir, il y aura du monde et ça se passera bien. Il y a eu au milieu des années 2010, le dites-vous, une offensive réussie contre l'islamisme. Des situations préoccupantes rencontrées ont été réglées, dites-vous. Une mosquée suspecte fermée, une école coranique peu transparente fermée aussi. Il faut de nouveau surveiller cela et agir, ou on n'en est pas à cet état d'alerte de 2010? En fait, c'est une alerte qui est permanente. Il y a un travail avec les renseignements territoriaux qui est continu, qu'ils font en lien avec les élus locaux. Donc, il faut toujours être vigilant contre l'islamisme, pas simplement maintenant. Il faut l'être sur longue période. Il faut avoir les forces de sécurité aussi pour protéger les lieux les plus menacés, ceux de la communauté juive actuellement, évidemment. Il faut aussi travailler de façon positive, constructive, avec les représentants de l'islam, que ce soit en France ou à Sarcelles, où moi j'ai des interlocuteurs aujourd'hui de grande qualité et qui ont appelé, dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, à la non-importation du conflit et à préserver la paix sociale à Sarcelles, sans que je leur demande. Les représentants ensemble de la communauté musulmane de Sarcelles ont spontanément appelé à cela, donc j'y vois un signe positif. Vous égratignez Alain Finkielkraut dans votre ouvrage également, parce que vous dites il est formidable et merveilleux dans le bien lire ensemble, mais il est trop négatif dans le mal vivre ensemble. Est-ce que ce type d'intellectuels sont inutiles aujourd'hui parce que la communauté juive a besoin d'être plus ouverte et plus réceptive? D'abord, personne n'est inutile dans le débat, et je respecte Alain Finkielkraut pour beaucoup de choses. Mais ce qui me pose problème dans sa façon de penser, on aurait d'être négatif, moi c'est pas mon cas, mais peu importe, c'est qu'en fait il parle de choses qu'il ne connaît pas. Et autant en littérature, je n'irai pas rivaliser avec lui, autant quelqu'un qui a jamais mis les pieds ou presque de l'autre côté du périphérique, c'est quand même très compliqué de parler du vivre ensemble par procuration. Vous le dites, c'est surtout les journaux
journaux télévisés qui nourrissent sa Absolument. pensée. Alors, il y a une réalité, mais une réalité qui est amplifiée. Et on ne voit que les choses négatives. Quand on se promène dans la vraie vie, c'est beaucoup moins anxiogène à Paris ou à Sarcelles. Et je le dis en parlant de mon homologue qui est maire d'une ville de Beaunois en Côte d'Ivoire, avec qui on est en partenariat, qui me dit, mais quand je regarde certaines chaînes de télévision en France, j'ai l'impression que c'est la guerre civile chez vous. C'était ça, il me disait ça il y a 2 ans. Donc on était dans une période de calme. Il me dit, quand je me promène à Sarcelles ou à Paris, j'ai l'impression que tout va bien. Donc à un moment donné, il faut peut-être pas se rendre malade inutilement par médias interposés. Et Alain Finkielkraut, elle est bienvenue à Sarcelles. Mais depuis très longtemps, j'aimerais tellement lui montrer comment la vraie vie se passe, ce qui va et ce qui va pas, mais qu'il ait un constat au moins plus empirique que ce que peut lui enseigner les médias et même la littérature parfois. Alors dans cette gestion des communautés, il y a un risque dans lequel est tombée votre ville avec le député maire François Pupponi. Vous le décrivez, c'est le clientélisme. Où est la frontière? Quand C'est le est-ce qu'on clientélisme bascule communautaire, dans le exactement. clientélisme communautaire? À partir du moment où on encourage les communautés à se refermer sur elles-mêmes, à leur dire que les autres communautés sont contre elles et qu'elles risquent de lui faire du mal et qu'on est le seul à pouvoir les protéger, en expliquant ça, on pousse les communautés à se replier sur elles-mêmes, ce qui est électoralement peut être intéressant un temps, de façon très cynique évidemment, puisque les gens vous voient comme un sauveur et ils se disent si on vote pas pour lui, eh bien il va nous arriver des problèmes. Sauf qu'en fait, il vous arrive surtout des problèmes parce que le mauvais message est passé et parce que du coup les communautés elles-mêmes se vivent comme antagonistes, et c'est ce que je disais sur le discours. Si vous avez un discours qui est fondé sur l'antagonisme, qui est fondé sur le rejet de l'autre, qui est fondé sur la peur, alors il sera autoréalisateur. S'il peut l'être dans un sens, il peut l'être dans un autre. Toutes les fêtes de fin d'année, Hanouka aujourd'hui, les fêtes catholiques, le Nouvel An aussi qui est une fête civile, ça sera célébré à Sarcelles? Bien sûr. Dans ce mélange des communautés. Il y a quand même des particularismes communautaires à la fête de Hanouka. Il n'est pas impossible qu'il y ait un peu plus de juifs que de gens d'autres communautés. C'est pas totalement exclu. Mais il y aura un peu d'autres personnes. Ça va se faire dans l'espace public. Les gens se croisent, voient les lumières. C'est diffusé sur les réseaux sociaux. Ça anime la ville. Donc oui, on partage. Patrick Haddad, auteur de Nos Racines Fraternelles chez Philippe Ray et maire de Sarcelles. Merci, bonne journée. Merci Christophe Barbier et joyeux Hanouka. Merci beaucoup Patrick Haddad, joyeux Hanouka. Effectivement, Christophe, on vous retrouvera lundi bien sûr à 7h45. Avec Pierre-Alexandre Anglade, député des Français de l'étranger. À lundi. Radio J, retrouvez le